bienvenue. Bonjour Sandrine, bienvenue. Bonjour Didier, bienvenue également. Bonjour. Alors, on peut peut-être faire un rapide état des lieux du nouveau Veolia, puisqu'on a suivi, mais on n'est peut-être pas tous à jour sur les chiffres, le rapprochement entre Veolia et Suez. Donc aujourd'hui, le nouveau Veolia, c'est 220 000 collaborateurs, contre 180 000 précédemment. C'est 37 milliards de chiffre d'affaires contre 27 milliards. Et c'est une présence internationale renforcée, puisque vous êtes un groupe présent dans 50 pays. Alors, vous avez vous aussi votre plan stratégique qui vous guide vers le chemin à suivre pour mener cette transformation. Didier, il y a 4 mouvements dans votre plan strat. Ce que je vous propose, c'est qu'on comprenne un peu ce plan strat et puis on regarde ensuite comment vous le mettez en œuvre. Et on va s'intéresser évidemment là aussi à la question des talents, des compétences, puisque c'est tout à fait l'objet de notre rencontre. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, nous sommes en train de finaliser le plan Impact 2023 qui a guidé nos pas, qui continue encore pour un an, à guider les pas stratégiques de Veolia entre 2020 et 2023. Et il s'articulait autour de 4 axes principaux. Le premier, c'est ce que l'on appelle la performance plurielle. Alors, la performance plurielle, ça veut dire évidemment que c'est parfaitement aligné avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Et il se résume finalement en une phrase qui était chère à notre président Antoine Frérot: une entreprise est profitable parce qu'elle est utile et non pas l'inverse. Donc ça a été assez fondateur et donc on est engagé sur des objectifs de développement qui vont bien au-delà du financier, déjà par essence, pour l'activité de Veolia. Le deuxième axe, c'est de poursuivre et d'accélérer encore sur nos domaines d'expertise un petit peu différenciantes. Donc, très rapidement et à titre d'exemple, le traitement des déchets dangereux. Donc évidemment les déchets industriels, mais par exemple, les eaux de Fukushima sont traitées par une filiale de Veolia et donc nous sommes l'acteur qui va aider les entreprises japonaises et donc en particulier à Fukushima pour traiter ces eaux-là. Sur le troisième axe, c'est réinventer nos métiers traditionnels. Alors, nos métiers ont plus de 170 ans. On peut en dire un mot sur vos métiers. C'est quoi les métiers traditionnels de Veolia, donc ? Métiers traditionnels, déjà nous sommes nés dans l'eau. L'histoire veut qu'en 1853, les habitants de Lyon avaient un petit problème sanitaire avec l'eau potable et donc Veolia, la Générale des Eaux à ce moment-là, est née de ce besoin-là. Et évidemment, depuis, nous avons embrassé les activités autour des déchets, au sens large, traitement des déchets, recyclage, et maintenant on fournit de l'énergie et des matériaux à partir des déchets. Et la troisième activité autour de l'énergie, donc l'efficacité énergétique, mais aussi la production énergétique en Europe centrale en particulier, par exemple. Donc je reviens sur ce troisième axe. Donc rénover les métiers traditionnels. Réinventer les métiers traditionnels. Donc cela veut dire, puisque je parlais là des déchets, c'est renverser un petit peu la philosophie de nos métiers. Puisque, je disais, par défaut, c'est traiter du déchet. Camion benne, on ramasse des poubelles et puis on va les brûler ou on va essayer de les incinérer pour tirer de la valeur, etc. Et puis finalement, on va se mettre à penser un petit peu à l'envers dans ce processus-là et on va penser ces processus en création ou en production d'éléments matériels réutilisables. Et donc, on est en train maintenant de repenser nos process afin de gérer nos flux pour être capable de produire en particulier du plastique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de processus autour de la génération de plastique recyclé en lien avec de grands industriels alimentaires, par exemple. Quatrième axe, et j'en aurais fini là. Et pas le dernier, notamment pour votre fonction. Ce quatrième axe qui est important, c'est... Le quatrième axe, donc, c'est les offres digitales. Donc effectivement, proposer de nouveaux services
toujours assis sur nos métiers traditionnels, mais aller chercher de nouvelles activités. Et puis ça va être aussi de nouvelles activités quand même relativement proches de nos métiers historiques, où on va commencer à adresser la qualité de l'air. Donc la dépollution de l'air intérieur, ou à l'extérieur, ça peut être des puits à carbone. Donc on a des initiatives de ce type-là. Et ça va jusqu'à en Asie, où on a aujourd'hui des activités qui se lancent autour de la gestion de la création de chaînes alimentaires, où on va bénéficier des déchets d'agriculture pour élever des larves qui elles-mêmes vont permettre d'alimenter des animaux et puis de faire comme ça une boucle autour du déchet. Merci pour ce panorama très complet. Moi, je voulais revenir peut-être avec Sandrine sur la notion de performance plurielle. Qu'est-ce qu'on entend en fait derrière ce terme ? Alors, je dirais déjà que le point de départ a été nos parties prenantes, au nombre de 5. Voilà, c'est vraiment le point de départ qui conditionne vraiment notre performance à plusieurs dimensions. La partie sociétale, donc la société. On a la planète pour tout ce qui est environnement. Les employés, parce que sans nos forces vives, voilà, on en a besoin pour assurer la transformation. Également la partie client et bien évidemment nos actionnaires. Voilà. Donc on est vraiment parti de là, de ces composantes-là, pour définir notre performance à visages multiples, où là typiquement on a la partie performance économique et financière, voilà, qui est quand même un des socles importants, mais également la performance commerciale, sociétale, sociale et également environnementale. Le tout, comme le disait Didier, en lien avec les objectifs de l'ONU. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est cette performance durable, voilà, qu'elle s'inscrit vraiment dans la durée et donc voilà, tenant compte de ces composantes-là. Alors, il y a ce concept effectivement de performance plurielle. Et puis, si on parle de performance, vous avez aussi pris des engagements publics de l'atteinte des résultats autour de 18 critères. Donc, c'est pas rien. On va peut-être pas énumérer les 18 critères, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet engagement de performance ? Alors, ce qui était vraiment important pour nous, c'était de rendre tangible quelque part cette performance, comment la mesurer, de savoir d'où on part pour mesurer l'avancement. Et à partir de là, donc on a eu 18 critères de performance. Vous pouvez nous donner quelques critères pour qu'on comprenne Oui. Alors côté par exemple RH, moi qui viens de la RH, on a notamment tout ce qui est autour de la diversité, de la formation, de la santé-sécurité. Donc là c'est vraiment clé, c'est très fort au niveau de la RH. Je ne sais pas Didier si tu veux en citer un ou deux autres. Peut-être dans la technologie, le digital. Ouais. Ou sur les émissions de gaz à effet de serre. Hein. Très récemment, nous sommes engagés donc, sur la courbe à plus 1,5. Ça a été révisé parce qu'on avait déjà des engagements depuis 2019 qui ont été accélérés encore donc, lors de la COP 26 pour maintenir cet objectif-là qui engage quand même une réduction de 50% de gaz à effet de serre sur du court terme, sortir du charbon là aussi, donc parfait alignement avec les orientations de BNP Paribas. Et puis la production énergétique, récupérer le méthane aussi qui assez nativement est émis lors du traitement des déchets afin de le capter et de le valoriser. Donc voilà tout un tas d'efforts qui sont mesurables, qui sont mesurés par des tiers, parce que c'est quelque chose d'engageant qui est publié sur tous ces indicateurs. Et alors justement, vous nous avez dit que le digital joue un rôle particulier, puisque vous avez évoqué la notion de cockpit pour mesurer et suivre ces indicateurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce cockpit ? Oui, tout à fait. Donc, on a voulu s'inscrire en parfait alignement avec la raison d'être de Veolia. Ça permet de rappeler que Veolia était la première entreprise du CAC 40 à déclarer sa raison d'être, être le leader de la transformation écologique. Le mot compte, transformation. Donc ça veut dire renverser la table sur beaucoup de principes. Et donc, projeter les équipes technologiques au travers de cette raison d'être, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on a déjà travaillé entre nous, globalement, au niveau mondial, avec tous les responsables de zones géographiques, pour déclarer notre propre raison d'être. En quoi est-ce que nous,
en tant qu'acteurs de la technologie, nous allions pouvoir accompagner, supporter Veolia dans cette ambition-là. Et puis nous avons décliné donc la performance plurielle en cockpit. Ce cockpit, c'est notre manière à nous de mesurer la maturité et la performance de nos actions en parfait soutien avec cette raison d'être. Et donc nous avons cet axe de travail pour dire ok, on est un acteur de la technologie, mais on va également s'engager sur l'axe environnemental, sur l'axe RH, sur la contribution au business, etc., etc. Et donc chez nous, de manière très détaillée, c'est 180 KPI qui viennent alimenter donc ces indicateurs de maturité, de performance au niveau global, afin de s'assurer que chaque action s'inscrive parfaitement avec l'ambition de Veolia. Et donc chaque année, on s'engage, on mesure, on corrige, et toutes les décisions finalement de lancement de projet ou de réorientation stratégique se font à l'aune de ce cockpit et de toutes les parties prenantes. Et j'ajouterais également qu'on a des critères non financiers de mesure, on va dire, de la performance, et on incentive nos dirigeants sur ces dimensions-là. Vos dirigeants et les managers aussi, les collaborateurs, quel est le... Tout à fait. Chacune des strates, mais également côté dirigeant, il y a une part variable. La part variable est définie sur la base de cette mesure par des tiers, des organismes indépendants, de nos critères, 18 critères là, de donc ça se décline dans le recrutement, la formation, la rémunération, c'est ça dans tout le parcours finalement, parcours RH, on peut dire ça. Tout à fait. Ouais. Très bien. Et donc, au-delà de l'inscription dans ce parcours, comment est-ce que vous suscitez l'engagement, la motivation de vos salariés qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs finalement? Donc, bien évidemment, c'est un axe très fort. Tout le monde en a parlé ce matin, le fait d'attirer les talents dans un monde ultra compétitif sur le recrutement, l'évaluation et sur le fait de retenir nos talents. Et donc, ça fait partie d'un des 7 axes de notre cockpit. Et nous avons mis en place quelque chose dont nous sommes assez fiers. Nous avons travaillé bien évidemment avec la DRH sur ce sujet-là. C'est un programme qui s'appelle What Binds Us, donc ce qui nous lie, ce qui nous rassemble. Historiquement, nous avons investi sur la partie technologique 2015-2017 très fortement sur les capacités technologiques autour du cloud. Nous avons recruté beaucoup d'experts, des développeurs de très bon niveau. Et puis, fin 2019, on s'est aperçu qu'on était peut-être en train de glisser vers l'hypertechnologique et qu'on avait perdu un petit peu le sens humain de tout ça. C'est-à-dire que, je crois que ça a été abordé également ce matin, il nous fallait absolument rééquilibrer le hard skills et le soft skills. Parce que si l'attitude est là, l'aptitude viendra. L'inverse est un petit peu plus compliqué. Et donc, What Binds Us, c'est un projet qui a été lancé, largement inspiré des principes de leadership d'Amazon, en tout cas dans la philosophie. Et on a demandé aux collaborateurs de décliner les 5 valeurs de Veolia et d'en faire 15 principes de leadership. Donc ce sont de courtes phrases qui vont permettre de décrire la manière dont nous souhaitons agir, la manière dont les acteurs de la technologie... dont ça se traduit au quotidien, dans sa relation avec ses équipes, par exemple, c'est ça. Exactement. Pour soi-même et pour les autres, finalement. Oui. Et donc ça a été décliné à l'international et ça vient structurer tout notre process RH, depuis le recrutement jusqu'au départ de l'entreprise. Donc au niveau du recrutement, par exemple, ça veut dire qu'on a enrichi notre process de recrutement. Donc au-delà de l'interview traditionnelle sur les compétences, on a une interview qui est menée par quelqu'un, un futur collègue ou quelqu'un de l'équipe qui a un seul objectif, c'est mesurer cette compatibilité, on va dire, entre cette personne, ses aspirations et ses principes de leadership. C'est également un moyen, lors des People Review chaque année, de vérifier lors des enquêtes What Binds Us, où on s'auto-évalue, on évalue également toute l'équipe, de vérifier ou de voir quels sont les axes de formation, de communication qu'il faut renforcer. C'est également donc, jusqu'au départ de l'entreprise, l'engagement de recevoir 100% des démissionnaires, de passer 3/4 d'heure, 1 heure avec eux pour savoir quel a été le cheminement. Et la
rotation des ressources, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des règles de l'employabilité à laquelle nous souscrivons. Mais c'est toujours intéressant aussi de revenir challenger les différents éléments que l'on peut améliorer dans tout ce process-là. C'est quelque chose qui marche très très bien. Donc, effectivement, donc un nouveau modèle, finalement, dessiner un nouveau modèle de leadership, régulièrement mesurer la distance qu'il peut y avoir entre un manager et ce modèle de leadership, et puis au démarrage, mesurer la distance qu'il peut y avoir entre un futur collaborateur et ce modèle. Derrière ce modèle, évidemment, selon la distance, il faut former. Comment est-ce qu'on accompagne justement cette transformation par la formation? Qu'est-ce que vous avez mis en place, peut-être qui n'existait pas avant ou qui est spécifique au nouveau Veolia qu'on connaît aujourd'hui? Alors, je dirais il y a plusieurs dimensions. Déjà, ce qui nous semble très très important là chez Veolia, c'est déjà d'apporter la global picture à nos collaborateurs, qu'ils comprennent l'environnement dans lequel ils se situent, dans lequel ils vont interagir. Donc le sens, le sens, voilà, donner le sens, leur expliquer notre raison d'être, ça c'est clé. Et derrière ça, voilà, une fois qu'on a cette vision globale et de se dire, tiens, moi en tant que collaborateur, comment je peux agir? Donc ramener le curseur sur l'individu. Nous on parle d'empowerment, on empower quelque part en anglais les collaborateurs, de se dire, leur donner déjà cette visibilité et leur donner derrière les moyens d'agir. Et donc de développer, on retombe sur le mindset, vraiment de donner l'opportunité à chacun d'agir concrètement, et donc de libérer quelque part ces énergies-là. Typiquement dans le digital, si on prend un exemple, on peut amener nos collaborateurs à trouver eux-mêmes des solutions à des problèmes très opérationnels de maintenance ou autres. Donc c'est vraiment d'avoir cet effet non pas top-down mais bottom-up pour leur redonner la main et que derrière ils puissent agir à leur niveau. Voilà. Oui, et je voulais donner un exemple là-dessus. Sur la mise en place de cette direction Digital Business et Technologie, nous avons réitéré quelque chose qui avait bien marché il y a 3 ans lors de la mise en place de la nouvelle direction IS&T, que l'on appelle le poster de la transformation. En fait, cela consiste à dans un process de train the trainer avec les managers intermédiaires dont on a parlé ce matin, de pouvoir redonner le sens, l'orientation, l'objectif, le pourquoi du quotidien à chaque employé de la direction. Et donc on va passer 3 heures avec chaque employé pour lui expliquer la raison d'être, les orientations stratégiques, la déclinaison, les what binds us, les actions qui viennent le supporter, etc. Et les retours sont hyper positifs parce qu'on arrive chacun dans nos activités au quotidien à se projeter dans cette ambition qui dépasse largement le cadre de l'informatique, du digital ou de la RH. Et c'est venu aussi au travers de l'instanciation de différents projets. On prend 3 par exemple. On a mis en place ce qu'on appelle les Creation Days. Donc sans doute tu y faisais allusion. Les Creation Days, ça veut dire qu'on a une enveloppe budgétaire avec tout un process de sélection qui permet d'initier un projet que quelqu'un a à cœur dans les équipes. De quelle nature ce projet, par exemple? Alors, les natures de projets sont toujours en lien avec l'activité de Veolia. Le premier exemple que l'on a eu, c'est un data scientist qui voulait faire de la projection sur le développement du Covid, son expansion, en fonction des mesures que l'on est capable de faire aujourd'hui, donc dans les réseaux d'assainissement. Donc on est capable en temps réel de mesurer, et lui, en fait, il voulait absolument adresser ce sujet pour faire une projection, donc ce qui a été retenu, ce qui a été utile dans l'entreprise. Très récemment, une autre proposition sur les Creation Days a consisté à mettre en place un système pour pouvoir utiliser les différents lieux de travail de Veolia pour gérer du semi-télétravail. Donc plutôt que de rester à la maison isolé tout seul, on peut, sans aller jusqu'au bureau. Dans un tiers-lieu, c'est ça ? Exactement. Donc ça, ce sont des initiatives qui sont venues au travers de nos employés, au travers des Creation Days. On a une activité qui s'appelle Solidar IT. Petit jeu de mots, donc qui permet là d'aller tous ensemble participer à une association ou bien d'aller nettoyer une plage, comme ça a eu lieu il y a quelques semaines, tous ensemble en Normandie. Et puis le troisième, celui-ci aussi marche très bien, ça s'appelle Click and Visit. C'est un principe de vie ma vie avec la réalité de l'entreprise.
Et ça On vit aussi, ma vie, c'est-à-dire on vit le poste de quelqu'un de l'entreprise, c'est ça? Je peux me projeter et je vais passer une journée avec un collaborateur pour un poste éventuellement que je voudrais occuper dans l'avenir. C'est ça, parce que finalement, en se retournant au siège, j'ai croisé des gens qui étaient là depuis 10 ans, alors hyper alignés avec l'entreprise, aucun souci là-dessus, mais qui en fait n'avaient jamais mis les pieds dans une usine de traitement d'eau ou au pied d'un four d'incinération. Et pourtant, nos métiers sont plus que respectables. Ils ont une ambition qui est en parfait écho avec le moment. Et donc, je pense vraiment que pour que chacun puisse se projeter dans son activité au quotidien, il est absolument nécessaire que l'on aille voir les gens de terrain. Et c'est quelque chose aussi qui est hyper fondateur. Et ça, on peut le faire librement. On n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de son manager. On peut décider effectivement d'aller partir comme ça une journée. Comment on fait pour créer le mouvement en fait derrière ce type d'initiative? Il faut le promouvoir. Par défaut, bizarrement, ça ne se fait pas naturellement. Parce que les gens s'autorisent peut-être pas finalement à le faire, donc il faut les autoriser. Donc on organise un petit peu. Alors après, c'est du volontariat. Bien évidemment, c'est discuté avec le manager, mais on est capable comme ça de bloquer une journée et d'aller visiter telle ou telle entreprise. Là, je dirais où on a du travail à faire auprès des managers, c'est notamment sur ce que disait Didier, comme les Creation Days, tout ce processus d'idéation qui amène à des projets concrets. Typiquement, on apprend les collaborateurs à travailler en équipe, ils n'ont pas nécessairement l'habitude du mode projet. Donc pour eux, c'est aussi une expérience en soi. Mais de libérer du temps en dehors de son job, de son temps de travail, pour travailler sur des sujets qui sortent, on va dire, du cadre. Qui sortent du cadre, mais qui nourrissent finalement, qui apportent du contenu et qui nourrissent la raison d'être, le sens. C'est ça votre idée? Il y a quand même un travail de longue haleine, d'évangélisation et de changer les habitudes finalement. Et juste en élément factuel et mesurable, et nous sommes vraiment hyper fiers de ce résultat-là, la direction des ressources humaines mène chaque année une enquête globale d'engagement. Beaucoup d'entreprises le font, donc là ça fait quelques années que c'est effectué. Donc chez nous ça s'appelle le Voice of Resources. Donc c'est plus de 100 000 personnes qui reçoivent cette enquête et qui y participent. Et il se trouve que les équipes IT centrales ont l'année dernière atteint un niveau d'engagement dont nous pouvons nous enorgueillir, puisque nous avons atteint 98% d'engagement. De répondants, c'est ça, à l'enquête? Alors les répondants, c'est 100%. 100%, si on et répond 98% d'engagement. Ce qui est un levier absolument formidable, et je suis hyper fier des équipes là-dessus. Et j'ai la faiblesse de croire que toutes ces actions, cet alignement, cette projection dans la raison d'être de Veolia participent à créer de un l'engagement. levier extraordinaire pour ça. Donc il faut faire des choses concrètes au quotidien qui se voient pour créer finalement cet engagement. C'est ça un peu la leçon de votre expérience. L'alignement, on en a parlé également ce matin. L'alignement tête, cœur, corps, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je fais, c'est quelque chose qui est un formidable levier et qui nous oblige au quotidien. Car il ne faut jamais jouer avec ça, jamais déroger à cette droiture dans les actes et par rapport à ce qu'on dit. Puis, je dirais une dernière chose, oser. Voilà, le champ est ouvert, donc autant se saisir des opportunités. Et donc chez Veolia, on développe cet esprit-là d'aller au-devant et de le faire ensemble. Alors d'ailleurs, ce oser, vous l'avez complètement incarné, puisque je crois que votre prochain plan Strat 24-27, c'est ça, je suis dans les bons chiffres, vous avez osé demander à 100 000 collaborateurs de l'écrire avec vous. Exactement, donc de la même manière que pour l'enquête d'engagement, les employés de Veolia, au sens large, peuvent s'exprimer et donner leur avis sur les orientations stratégiques, les points d'attention ou des idées qui peuvent venir enrichir la réflexion qui se construit au cours de cette année pour publier le plan 2024-2027, donc qui drivera notre futur dans les 4 ans à venir. Merci beaucoup. Merci. On peut peut-être juste quand même faire une dernière annonce, il nous reste une petite minute. Il y a quand même des invariants, c'est que finalement, pour être reconnu comme une entreprise de référence, une entreprise
désirable, il y a une bonne manière de le faire quand même, c'est d'avoir la reconnaissance des écoles, de certaines grandes écoles et surtout de leurs étudiants. Et je crois que vous souhaitez annoncer effectivement que vous allez parrainer une promo et pas des moindres. Et je crois d'ailleurs que l'école est présente dans cette salle. L'école est présente et c'est vraiment un très grand plaisir pour nous de parrainer la promotion Télécom Paris. Donc ça fait partie des actions qui visent aussi à nous faire connaître et à attirer les talents. Et Dieu sait s'il y en a dans cette école. Et avec Nicolas Glady, donc le directeur de Télécom Paris, ça a été une rencontre extraordinaire parce que très rapidement, on s'est rendu compte de l'alignement de notre raison d'être, de notre vision des ressources humaines comme participantes à la technologie et donc dans ce digital et humain qui participe au futur durable pour la planète. Absolument. Et on sait votre fierté, nous-mêmes qui sommes en partenariat sur des programmes de formation avec cette belle école qui est Télécom Paris, qu'on va peut-être applaudir d'ailleurs pour terminer. Et puis, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre. On va passer à la dernière séquence Transfo Skills de la matinée. C'est au tour du groupe Safran de s'exprimer avec Stéphane Dubois, directeur responsabilité humaine et sociétale groupe, et Frédéric Verger, directeur groupe du digital et des systèmes d'information, aux côtés toujours de Fleur Ségalen et de Sandrine Catla. Merci de les accueillir.